suivante, puisqu'on va également parler du quartier, même du projet immobilier, et puis parler de la mixité du projet. Donc j'appelle Benjamin Pantois, respectivement administrateur général et directeur général de l'expansion économique. Alors peut-être que vous pouvez vous mettre chacun sur un pupitre. On avait imaginé ça de cette façon. Alors est-ce qu'il y en a un? Alors il y a un contrôle PowerPoint là-bas. Je peux vous en compter. Oui, je vais la... pointeur. Je vous la donne tout de suite. Bonjour déjà. Déjà vous dire qu'on est assez ravis d'être là et que moi, depuis que je suis là ce matin, je piaffe pour venir parce que je pense que tous les mots-clés que j'ai mis dans mon petit papier d'intervention, qu'on va essayer de garder sous contrôle, ont été cités au moins une fois, à part un. Parce que vraiment, je pense qu'on est dans le sujet, les sujets de la définition de ce que c'est qu'une activité productive, de quoi on parle, comment le faire, pourquoi le faire dans les villes, la question de l'échelle. Ça, ce sont des questions dans la dichotomie entre le résidentiel et le logement qui sont peut-être même l'ADN fondamental de la société publique que nous sommes. Avec une petite anecdote pour commencer. Philippe et moi, on se connaît maintenant depuis quelques années, mais la première fois qu'on s'est rencontrés professionnellement, on ne travaillait pas encore ensemble. Lui était déjà à CityDev, mais moi, je travaillais pour le ministre-président de la région Bruxelles-Capitale, c'est-à-dire le chef du gouvernement bruxellois. Et à l'époque, il était venu me voir en me disant « Mais voilà, vous faites de la planification, c'est bien, mais aujourd'hui, on a un problème, c'est que les places réservées aux activités productives, elles n'arrêtent pas de disparaître, elles sont remplacées par la fonction résidentielle qui devient vraiment la plus forte. Et donc, il faut trouver un moyen de comment est-ce qu'on fait pour les sauver. » Et je lui ai dit « Mais tu me demandes comment on fait, moi j'ai envie de te demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut les sauver ?» Et de cette question originelle est née une collaboration qui dure depuis, et qui est, je pense, vraiment incarné par ce que CityDev fait aujourd'hui. Alors, CityDev, c'est quoi? C'est une société publique régionale, mais dans laquelle les municipalités bruxelloises sont également présentes. Donc, c'est la région bruxelloise et ses 19 communes qui en sont actionnaires. Et elle est plus vieille que la région, puisqu'elle a été créée, et je vais faire un peu d'exotisme, je vais parler en belge, en 1974. En général, les Belges aiment bien cacher leur belgicisme, mais en matière de chiffres, je sais pas, c'est comme un peu parler système métrique avec un anglo-saxon, on pense que c'est nous qui avons raison. Mais voilà. Donc en 1974, la Belgique n'est même pas encore fédérale, et on décentralise la compétence économique, parce que l'idée, c'est d'ancrer les activités industrielles à l'époque sur les territoires, et on fait ça de manière pas du tout logique. Je vais enlever mon masque en fait. On fait ça pas du tout logique, on fait ça de manière politique, c'est-à-dire qu'on en fait une en Flandre, une en Wallonie et une à Bruxelles. Et Bruxelles, ce n'est que les 19 communes, ce n'est pas l'agglomération bruxelloise et son hinterland économique qui fait plutôt 2-3 millions d'habitants aujourd'hui et pas simplement le territoire purement urbanisé. Je crois que toutes les métropoles ont des relations compliquées avec la métropole et l'Interland. Je dirais qu'en Belgique, c'est encore un petit peu plus particulier, puisqu'il y a cette couche fédérale. On ne parle pas tout à fait non plus la même langue à Bruxelles et dans la périphérie. En tout cas, c'est un débat. Donc, je dis que le niveau d'hostilité supérieure, c'est la bande de Gaza. On n'en est pas encore tout à fait là, mais ce n'est pas toujours facile. Mais donc, résultat, on est en 1974 avec une société qui doit amener de l'industrie dans une ville. Bon. 1974, vous le savez, c'est en général la date qu'on cite pour parler du début de la désindustrialisation en Occident. Donc, forcément, le métier, il a pas mal évolué avec le temps. Et puis, le fédéralisme arrive, la région est créée, et on a une autre compétence qui arrive, qui est celle de la revitalisation urbaine. Compétence qu'on va donner à cette société qui ne s'appelait pas encore CityDev, qui s'appelait la SDRB, Société de développement régional, parce qu'on se dit, c'est de l'immobilier, finalement, la revitalisation urbaine. En gros, c'est la revitalisation urbaine par le logement accessible. Donc, il n'y avait pas encore de crise du logement non plus dans ces années-là, à la fin des années 80, au début des années 90. Mais on se dit que c'est avec du logement moyen accessible, un peu l'équivalent de l'accession au logement en France, que l'on va réussir à ramener des habitants en ville, puisqu'on a plutôt un exode urbain. Justement, les industries les ont quittés et que le tissu économique et social est extrêmement compliqué dans ces zones-là. Et en fait, voilà, on a deux branches avec deux ministres différents qui sont compétents, qui ne se parlent pas, qui fonctionnent en silo, mais déjà phénomène intéressant, si vous voyez
sur le slide suivant, voilà, les zones où nous travaillons, eh bien vous vous rendez compte qu'elles se situent le long d'un axe qui est l'axe du canal. Et forcément, c'est là que les opportunités de revitalisation urbaine sont les plus grandes, c'est là que le tissu urbain est le plus fragilisé, c'est là que les industries sont parties, c'est là que les migrations se sont fixées. Et donc c'est là qu'on va revitaliser par le logement, mais c'est aussi là qu'on va essayer de maintenir de l'activité productive pour fournir un emploi qui reste un emploi diversifié, un emploi qui est, on va appeler tout simplement, pour ne pas rentrer dans les catégories statistiques, à Bruxelles, non tertiaire. Toutes les villes se sont tertiarisées. Bruxelles, en termes de tertiarisation, on doit être dans un peloton assez bien de tête, puisque la vocation bureaucratique de la ville, maintes fois capitale, forcément, est particulièrement forte. Donc, on ne fabrique pas grand-chose à Bruxelles, à part des règlements, des directives, des lois, des arrêtés. Ça, on en fait énormément, mais fabriquer les choses, c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu. Et de ces deux métiers originaux, on essaye d'en faire un troisième, qui a été consacré dans notre contrat de gestion en 2013, et de faire des projets à l'échelle des quartiers, des projets qu'on appelle des projets mixtes, où l'activité économique côtoie l'activité, enfin la fonction résidentielle et les équipements qui sont nécessaires. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Tout simplement parce que dans les besoins fondamentaux de nos sociétés aujourd'hui, il y a, il y a le fait de se loger et le fait de trouver un emploi qui sont véritablement importants. Mais ça, je ne suis pas encore assez loin. Mais le fait qu'on a essayé dans un premier temps d'isoler les activités économiques des autres parce qu'on essayait de tempérer les nuisances qu'elles pouvaient produire, a évolué avec le temps en se disant les activités productives, elles peuvent également non seulement fournir des emplois diversifiés, mais aussi être bénéfiques pour la revitalisation urbaine. Donc il y a une série d'objectifs, je vais les citer très rapidement, dans les différents emplois qu'on retrouve sur nos sites. Vous avez des grands emplois industriels historiques, pas toujours avec une valeur ajoutée gigantesque, parfois aussi extrêmement fragile. Vous voyez qu'il y a une Audi qui est là parce qu'on a encore une fabrique de voitures à Bruxelles, Audi. Donc les décisions sont prises à Ingolstadt, les travailleurs viennent de Flandre et de Wallonie et les voitures vont à l'exportation. Pas certain que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Par contre, l'artisanat, la production de produits locaux pour les habitants, de services également, tout ce qui est nécessaire aussi au fonctionnement de la ville, le traitement des déchets, les questions énergétiques qui ont été abordées, ça, il faut bien que ça trouve une place dans la ville et ça peut participer à la revitalisation urbaine. Avec le Covid, on s'est rendu compte aussi de l'importance de l'autonomie et de la résilience des territoires, le fait qu'on n'était plus capable de produire des choses dont on avait besoin, cette fragilité par rapport au modèle mondialisé. Et enfin, l'animation de la ville. On voit aussi que le commerce souffre énormément avec le commerce en ligne et la crise pandémique nous le montre également. Dans quelle mesure les activités productives peuvent contribuer à animer la ville et à reprendre ce mot que j'ai entendu tout à l'heure, à lui donner du sens, à donner de l'identité à un quartier. Quand vous fabriquez, alors en Belgique, voilà, nous c'est la bière, c'est le chocolat, ça peut être les vélos, mais le fait d'être proche d'un endroit où l'on fabrique ces choses-là, d'y avoir une filière, c'est une source d'inspiration qui peut participer à la revitalisation urbaine. Merci Benjamin. Vous avez constaté que Benjamin a un débit de parole assez riche. Je vais révéler un secret. Pour notre numéro de duettiste, on faisait des signes quand il restait 4 minutes ou 5 minutes. Pour que ça marche, il faut qu'on se regarde. On va voir qui parvient à mieux regarder. Nous sommes en 1900. On nous a demandé de mettre l'accent sur le caractère évolutif de nos projets. Et donc, à l'époque, au moment où nos activités démarrent, je dirais qu'elles démarrent en douceur et en profondeur, comme dirait notre ami Gainsbourg, sachant qu'en douceur, ça démarre avec en fait uniquement de la mise à disposition du mobilier urbain, mais ça se limite à du terrain. En profondeur, parce qu'il y a place de réserver des mètres carrés pour de l'activité économique en ville, avec d'une part le premier site que vous voyez ici, d'une ancienne plaine d'aviation, donc on a 37 hectares, depuis c'est resté notre plus grand site, et de décider de garder une maîtrise du foncier, très important pour avoir une vue à long terme, et donc d'avoir recours à un mécanisme
qu'on redécouvre quotidiennement, qui est l'outil de l'amphithéose, sur base d'une loi de 1824. Donc, on recycle déjà à l'époque un certain nombre de choses et qui continuent d'être pertinents. Autre particularité, c'est le fait qu'on joue déjà à l'époque avec des mètres carrés et avec des euros, mais la finalité, et c'est fondamental, c'est heureusement resté une obsession de notre conseil d'administration, c'est de l'emploi. Il s'agit de maintenir et d'ancrer de l'emploi. C'est ça l'objectif et ce n'est pas un autre dès le départ. Alors, on est dans une période de planification économique et donc on parle encore de zoning industriel avec une approche liée à des implantations de type purement pavillonnaire. Vous en voyez quelques exemples ici. J'ai repris Saint-Exupéry pour vous faire plaisir parce qu'on avait d'autres noms du genre Papsem ou Tuebeek, c'est un peu plus bruxellois et un peu moins français. On a Erasmus, un parc scientifique aussi. Et puis, au fil des années, heureusement, les choses évoluent. Et par rapport aux conflits importants par le bureau et puis après le résidentiel, et l'acte expériment fait phagocyté par les mutations immobilières. Alors, j'ai sauté quelques dias. Je ne sais pas si c'est... Attends, je peux revenir en arrière, tiens. Voilà. Et donc, tu peux revenir sur les pictogrammes. Merci. On a décidé d'utiliser au maximum les cartes qu'on avait en main et donc de prendre des initiatives et d'entamer aussi un boulot de développeur immobilier. Alors, je suis obligé évidemment de très fort résumer tout ça, mais l'idée était de constater qu'il y avait un chaînon manquant, à savoir une notion de parc PME, d'espace avec un certain nombre de caractéristiques qui pouvaient satisfaire la demande des entreprises. Les entreprises à Bruxelles, en moyenne, c'est quand même 85% d'entreprises qui veulent être relocalisées sur le sol bruxellois, qui ont des problèmes d'accessibilité, de pression urbaine, et donc qui nous demandent de pouvoir se retrouver dans un environnement plus adapté pour continuer à développer leurs activités et donc l'emploi, et de le préserver. Et donc, on a planché là-dessus. Et vous avez ici un certain nombre de pictogrammes, parce qu'on a fait l'exercice aussi de définir les caractéristiques de ces projets, où vous retrouvez des éléments très importants pour nous de mixité fonctionnelle, de mixité sociale, de modularité, de développement durable déjà à l'époque. Vous les redécouvrirez d'un projet à l'autre. Alors, en 2006, premier projet, Cityline, où on est dans un intérieur d'îlot, un ancien site de dépôt de bus, et on décide d'avoir déjà une approche assez modulaire avec des modules d'environ 250 mètres carrés et environ 4 mètres et demi de hauteur sous plafond qui permettait d'héberger la plupart du matériel des PME. Et à l'époque, on se dit, plutôt que de ne rien mettre au-dessus de ces ateliers, pourquoi pas déjà faire un petit effort de densification et d'y ajouter un étage de bureau, c'est ce que vous voyez sur la photo en bas à gauche, qui semblait être une bonne idée, mais en fait, on vient de l'évoquer, la comptabilité, elle est souvent faite de manière annexe sur un coin de table, que ce soit en marge d'un atelier ou dans l'atelier lui-même, et donc les entreprises en question n'ont pas le souhait premier de louer en plus des surfaces administratives à l'étage, et donc on en a tenu compte. Donc, vous voyez la configuration avec un premier effort de mixité, mais horizontal, puisqu'on a une partie logement et l'autre partie en intérieur d'îlot. Alors après, on a abordé une deuxième génération de projets, avec notre projet Newton, où nos 4,50 m sont montés à 6 mètres, avec un bandeau de fenêtres pour un apport de lumière naturelle. Toujours des bâtiments relativement denses. On est ici au total sur 5000 m². Et vous voyez le caractère modulaire très important pour pouvoir développer un écosystème qui, au fil du temps, absorbe les besoins qui évoluent des entreprises.
Le fait qu'on ait dû 6 mètres sous plafond permet d'installer une mezzanine et donc aussi d'augmenter encore le degré de modularité. C'était un succès commercial qui nous a nous-mêmes surpris et qui nous a évidemment fait plaisir. Voilà le petit frère, le parc Newton 2, où de 250 mètres carrés, on descend à 150 mètres carrés avec un public cible qui est plutôt lié à de l'artisanat. Merci Philippe. Alors, il vous a raconté le début de l'histoire de l'estompement de la dichotomie résidence-activité économique. Je dirais que le dernier chapitre en date, c'est celui qui est sous vos yeux, c'est le bâtiment Greenpeace dans le quartier Tivoli Green City. Un des objectifs que je n'ai pas eu le temps de citer tout à l'heure, de remettre de l'activité productive au cœur des villes, c'est aussi évidemment de travailler sur l'idée de l'artisanat, du circuit court et de la circularité. Greenpeace, c'est un parc PME qui a été construit spécifiquement pour des activités en lien avec l'économie circulaire. Donc non seulement ça se commercialise très très vite, mais en plus là il faut être sélectionné pour pouvoir avoir le droit d'y entrer. Comme ça a été fait avec des fonds structurels européens, le stress, on va dire, sur la rentabilité immédiate est évidemment fortement atténuée. Donc le fait d'avoir les institutions européennes chez soi, ça n'est pas toujours qu'un seul inconvénient. La plupart du temps, c'en est un sur les marchés publics, sur les aides d'État, quand vous êtes un petit pays et qui sont juste à côté en plus. Mais voilà, pour les fonds structurels européens, ça nous a bien aidé. Alors évidemment, le bâtiment est lui-même exemplaire et il est exemplaire à plusieurs égards. Il est exemplaire dans sa conception, et les ateliers sont basse énergie. Il est exemplaire aussi parce qu'il est très dense, dans le sens où on a rajouté un étage supplémentaire, ce qui est rare pour des ateliers, dans lequel on a mis un incubateur pour des startups dans l'économie circulaire, qui peut travailler en synergie avec les ateliers. Et cet incubateur, lui, il est carrément passif. Vous voyez comment ça se construit vu d'en haut. Ce sont tous ces modules du parc PME typique, hein, de 250 à 300 mètres carrés, avec des rues intérieures pour minimiser les nuisances. Le positionnement du bâtiment est très très important et il fait partie d'un ensemble plus large, hein, sur 4 ou 5 hectares, donc à l'échelle d'un quartier, qui est un quartier de 400 logements, 2/3 de logements accessibles, hein, qu'on commercialise nous à 1 500 € du mètre carré, hein, donc ça vous donne une idée de la hauteur de l'investissement public là-dedans. Alors la contrepartie, c'est qu'il faut y résider pendant 20 ans, parce qu'on veut des propriétaires occupants, donc vous ne payez pas cher, mais vous en prenez pour 20 ans. Et de l'autre côté, 1/3 de logements sociaux locatifs. Mais vous voyez le bâtiment Greenpeace, il est positionné vraiment dans la transition dans la ville. D'un côté, vous voyez le quartier derrière, à la fois le nouveau quartier, mais l'ancien quartier de Boxtal, hein, qui est un vieux quartier, vieux bâti traditionnel laquenois, Bruxelles-Ville, avec taux de chômage important, beaucoup de jeunes, beaucoup d'immigration, beaucoup d'insécurité. Voilà, il se situe derrière un bâti parfois dégradé. Et de l'autre côté, vous voyez le port de Bruxelles, et même derrière, vous voyez la ville tertiaire à l'horizon. Eh bien, il est situé exactement entre les deux. Et d'un côté, il tend son visage industriel, même s'il y a un effort architectural très fort qui a été fait, hein, avec cette façade en bois et ces rues couvertes. Et de l'autre côté, il y a cet énorme lobby qui sert vraiment de produit d'appel sur le quartier. Nous, on veut qu'il y ait des gens qui viennent là. Les premières photos qui ont été faites, c'était des enfants qui venaient jouer devant. On veut montrer à ce quartier qu'on ne se préoccupe pas seulement de les loger ou de les parquer là, ou de les assister, si vous voulez. On leur dit, il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Venez voir, utilisez-le. On le voit sur le schéma urbanistique de départ, l'ensemble du projet a été conçu ensemble, a été conçu d'une seule pièce. Et pour être certain qu'il y ait un succès et une rencontre entre les deux, on a aussi installé un Fab Lab, qui est un des éléments de notre réseau de 3 Fab Labs publics, puisqu'on pense aussi que les makers ont un rôle à jouer dans la... Voilà, j'ai été trop vite. Enfin, ça a été d'abord trop lentement, et puis voilà. Donc on a positionné 3 Fab Labs dans la ville, et l'un se trouve au sein du bâtiment Greenpeace. Il travaille avec les écoles du quartier. C'est un outil extraordinaire pour faire de la formation, pour initier les gens à ces métiers du futur, à faire du prototypage en petite série, à faire aussi du hobby et de la création d'objets, à faire du mobilier urbain qui peut servir immédiatement dans le quartier durable. Donc voilà, c'est un des éléments effectivement qui donne un espoir, parfois un peu branché, parfois un peu décalé, parfois un peu utopique, mais montrer ces exemples-là dans ces quartiers-là, ça a véritablement une vertu. Et
une des choses qu'on a fait pendant les mois qui se sont passés dans ces Fab Labs, ça a été un élément extraordinaire, à la fois pour faire du team building à l'intérieur de CityDev, mais aussi pour répondre à une demande qui était réelle. On a fabriqué des visières de protection, des blouses de protection, des masques en tissu particulièrement confortables avec des imprimantes 3D sans couture, des imprimantes laser sans couture. Et ça montre que ces nouveaux outils peuvent apporter des nouvelles réponses à des nouveaux défis qui sont clairement dans un des enjeux de la démondialisation de la production dans nos villes. Jusqu'ici, très bien. Benjamin. Je te remercie. Alors, on a évoqué cette difficulté de réintégrer de l'activité économique en milieu urbain, tout en conservant, dans certains cas, des zones monofonctionnelles. Et donc, par rapport à cette volonté de conserver de la mixité malgré les rapports de force urbanistiques, on a été un petit peu aidé par des prescriptions urbanistiques qui ont essayé de rebattre la situation dans notre jargon de ce qu'on appelait les EMU, les zones urbains, qui développaient du logement résidentiel qui est ce qui est très rémunérateur pour eux, dans un certain il faut le mettre en œuvre. Et CityDev, on a pleuré pendant des années pour la disparition des zones mixtes et des zones de forte mixité, mais à nous aussi de démontrer que ça fonctionne. Alors, on avait notre concept de parc PME, mais après, il faut la mixité. Qu'on est d'autant plus content de vous présenter que c'est un dossier sur lequel moi je travaille depuis plus de 15 ans. Donc on est dans des temps immobiliers. Et le chantier a démarré le 20 août, Covid ou pas Covid. Et donc c'est la preuve qu'une fois de plus, en immobilier, celui qui gagne, c'est celui qui tient. Donc il faut être endurant, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc ici, le degré de mixité, on y a été franco, puisqu'on est en face du CERIA, qui est une école hôtelière. Et donc, on a un rez-de-chaussée de 5000 m² de parc PME qui sera dédicacé au métier de bouche. Et puis, vous avez au-dessus 300 logements étudiants. Et on a été encore un peu plus loin, puisqu'il y a également 70 logements sociaux. Et donc, ça forme à la fois une mixité fonctionnelle et une mixité sociale sur un même site. Il y a plusieurs combats derrière ce type de projet, puisque nos collègues fonctionnaires urbanistes qu'on doit aussi affronter pour obtenir des permis d'urbanisme, parce qu'on n'en est pas encore à se délivrer des permis nous-mêmes, et donc les convaincre de l'importance de faire sauter quelques verrous tels que les fameuses atteintes en intérieur d'îlots, pour avoir des flux par rapport aux activités économiques qui soient complètement compatibles avec la fonction résidentielle, éviter que des enfants se retrouvent à un peu trop jouer entre les essieux de semi-remorques, parce qu'on ne cherche pas des problèmes, on cherche à augmenter la qualité de vie. Alors, autre projet, Novacity, si il arrive. On va sans doute encore sauter. Je coupe ton temps comme ça. Ouais. Je te le décompte, comme l'arbitre. Je suis lâché par la technique. Toi, tu veux que je... Ah oui, non, mais c'est ça. Voilà, mais bon, tant pis pour Novacity. Non, c'est dommage. Voilà, Novacity, où là, vous avez en schéma un peu le principe de la tectonique des plaques, où on a imaginé que les toits des ateliers peuvent constituer aussi des surfaces d'agrément de jardin par rapport à de la fonction logement, où là on aura 7000 m² d'activité productive, le chantier va démarrer aussi, on a obtenu les permis. Et dernier projet avec de la mixité verticale, où on a ici sur Erasmus Sud, un projet lié à de l'agriculture urbaine à côté d'un campus universitaire où on va avoir un centre de revalidation d'animaux sauvages et aussi 300 logements étudiants aux étages. Merci Philippe. Ah oui, un mot que tu n'as pas dit sur Novacity. On va réserver certains des logements
on ne va pas les vendre, on va les garder en portefeuille pour les proposer en location préférentiellement aux personnes qui vont travailler dans les ateliers. On verra bien ce que ça donne. On parlait de ringardisation ou de retour aux idées du passé. Moi, on m'a parfois dit, mais tu essayes de ramener les corons, hein, les phalanstères. Quoi. Oui, ok. Ben, peut-être qu'il y avait quelques bonnes idées à reprendre et qu'on revient sur des idées anciennes. Il faut accepter que la modernité, ça n'est pas toujours d'aller vers quelque chose qui n'a jamais existé. En tout cas, ça résout des problèmes de mobilité, ça résout des problèmes de péréquation fiscale, ça résout des problèmes environnementaux, de contrôle social. Voilà. Il y a des gens qui me disent, oui, mais mentalement, c'est compliqué parce que il faut faire une cassure entre le travail et le résidentiel. Oui, je ne sais pas si 2 heures d'embouteillage, c'est vraiment, ou de métro, dans les conditions qu'on peut avoir à Paris, c'est vraiment la cassure qu'on a besoin d'avoir psychologiquement. Nous, on pense qu'on offre du temps et que c'est quelque chose que la ville peut offrir. Ça. Elle peut offrir du temps là où elle ne peut pas forcément offrir de l'espace. Alors, on parlait d'échelle. La plus grande échelle pour nous, c'est le projet que j'ai derrière moi, c'est le projet Citygate. Hein. On est sur près de 140 000 mètres carrés. Citygate, parce qu'on considère que c'est la porte de la ville. Hein. Ce n'est pas un scandale financier ou politique. Enfin, pas encore, j'espère. Avec l'immobilier, il faut faire attention. Mais c'est parce qu'on travaille, et là, on travaille véritablement par phase. On s'est rendu compte avec Tivoli, le résultat était formidable, mais ça a pris beaucoup de temps et pendant longtemps, il ne s'est pas passé grand-chose pour les habitants. Et c'est un peu une punition. Là, ici, on a décidé qu'on acquérait des lots petit à petit et que chaque fois, une pièce du puzzle, en fonction des opportunités foncières, se rajoutait. Et on a un programme véritablement très ambitieux et extrêmement mixte, puisqu'on va construire environ 600 logements sur la zone, nous, plus 300 logements sociaux avec la Société du logement social, mais également une école, un centre de soins, un bâtiment à affectation multiple, plus de 20 000 m² d'activités économiques et productives, un petit peu de commerce et des espaces publics et une crèche. Alors, je vais vous passer en revue quelques-uns des éléments de ce projet parce qu'il nous tient fort à cœur. Il y a déjà un îlot qui est construit. Hein, le premier immeuble, le bâtiment a été inauguré, devait être inauguré en mai. Ça a été un peu compliqué pour les raisons que vous imaginez, mais il est terminé. La phase 2, c'est le projet que vous avez derrière moi, dans lequel il y a une crèche, là aussi avec des fonds européens, des logements accessibles, 1 500 € du mètre carré, et alors au milieu, ce fameux bâtiment à affectation multiple que vous voyez là sur l'image, dont les rez-de-chaussée seront des ateliers, mais aux étages, on a imposé aux promoteurs de le commercialiser soit en activité économique, soit en logement, avec un maximum de logements et un minimum d'activité économique. Et il faut que la typologie du bâtiment permette les deux, en termes de hauteur sous plafond, en termes d'isolation acoustique. Donc c'est un vrai casse-tête pour les ingénieurs. Et ceux qui ont vraiment un casse-tête, ce sont les urbanistes, parce qu'en termes de droit de l'urbanisme, faire quelque chose comme ça à Bruxelles aujourd'hui, ça a été extrêmement compliqué, donc on était très heureux de recevoir notre permis. Bien entendu, c'est un test aussi, c'est une innovation immobilière, il va falloir voir si elle se remplit comme on a imaginé qu'elle allait se remplir, et si ça fonctionne réellement. On est les pouvoirs publics, on dépense l'argent du contribuable, on est là pour chercher les bonnes idées de demain, on n'a pas un objectif de rentabilité immédiat, même si ici c'est au risque du promoteur. Voilà, la troisième partie, là aussi on est en demande de permis, l'enquête publique avait lieu je pense aujourd'hui, et ce bâtiment est intéressant parce qu'au rez-de-chaussée il y a un centre de soins de médecins du monde et qu'on construit les ateliers au-dessus, les appartements au-dessus de ce centre de soins. Il est évident qu'un centre de soins dans une zone comme celle-là, c'est véritablement un service immédiat à la population et c'est aussi une activité non tertiaire de care of persons, mais voilà un élément de l'économie qui est très très important dans nos villes et dans des villes comme Bruxelles, avec ses caractéristiques socio-économiques complexes. Voilà. Alors, Citygate 2, la phase 2, 75 000 m² rien que pour elle. Là, vous voyez le village de l'artisanat, vous le voyez sous les yeux. Quoi. On en est encore à la stade de l'auteur de projet, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une école secondaire, des logements sociaux, des logements moyens, donc accessibles, et 15 000 m² d'activité productive. Donc, on imagine des artisans, des menuisiers, des plombiers, des réparateurs d'objets, des fabricants de vélos, pourquoi pas des glaciers, des chocolatiers. Il y aura certainement une ou deux microbrasseries qui viendront aussi également animer et rendre ce quartier véritablement attractif. C'est donc les images de ce quartier. Vous voyez qu'en termes de pictogrammes, il coche plus ou moins toutes les cases de ce que nous essayons de faire pour le moment. Voilà. Maintenant, le temps pour faire un projet comme celui-là, comme je l'ai dit, il est long. On va en avoir pour 15 ans.
En plus, vu le nombre de partenariats que l'on fait, que ce soit avec des subsides européens, avec Médecins du Monde, avec le pouvoir organisateur de l'école, ça rend les choses évidemment plus longues et plus difficiles. Et il faut qu'il se passe quelque chose pendant ce temps-là. Et donc voilà un mot-clé qui n'a peut-être pas été suffisamment... Enfin, il a été un peu abordé juste sur la fin, mais c'est l'urbanisme de transition, avec les occupations temporaires. Nous, on veut qu'il se passe quelque chose dans ces lieux, pour faire du placemaking, pour rendre ces lieux connus et les rendre attractifs, bien entendu, mais aussi pour faire notre métier. Notre métier, c'est de fournir des espaces aux entreprises. Et donc, en fait, on a, à côté du parc PME, tout neuf, tout beau, que Philippe construit à tour de bras et qui se commercialise très vite, on a des parcs PME plus informels, où les gens viennent se mettre dans des anciennes usines et fabriquer eux-mêmes leurs ateliers pour fabriquer des choses. Alors, on ne fait pas qui fabriquer les choses. Il faut reconnaître que sur le plan culturel, avant, en tout cas, la pandémie, c'était bouillonnant de vie. Sur le plan événementiel également, c'est aussi de l'économie. Et vous voyez qu'on peut y faire tout ce qu'on veut, quoi. On peut y amener des animaux, on peut y faire du maraîchage urbain, on peut y faire des murs d'escalade, on peut y loger des sans-abri, on peut y loger des migrants, on peut y faire des terrains de vélo. Mais c'est l'ensemble de ces activités qui se complètent véritablement, et le menuisier peut fabriquer l'espace pour l'escalade et le microbrasseur avoir un sponsoring immédiat d'une activité événementielle. Donc il y a véritablement des synergies qui se font, et le fait de mettre ensemble ces activités les unes proches des autres et pas de les isoler de la vraie vie de la résidence et de l'école, c'est véritablement une manière d'avoir un effet, pour reprendre un mot-clé qui a été aussi prononcé, un effet démultiplicateur de ce type d'activité que vous ne trouvez pas forcément dans des quartiers essentiellement de bureaux. Philippe, je te laisse conclure. Merci Benjamin. Donc vous imaginez que pour pouvoir faire tout ça, il faut des ressources humaines. Et donc on voulait évidemment clôturer avec cette image qui illustre notre dernier rapport d'activité, où on est en phase de clôture du chantier de Newton 2 dédié plutôt aux artisans. Une équipe évidemment fondamentale pour pouvoir se mettre au service des acteurs de la ville, et où au fil des décennies, au sein de CityDef, on veille très fort, et Benjamin en est un des grands acteurs, à développer une culture d'entreprise forte et de se mettre véritablement au service de l'ensemble des habitants et des entreprises. Et quand ils ont un problème, si c'est sur le sol bruxellois, on considère que c'est aussi notre problème et qu'on doit utiliser toutes nos ressources pour les satisfaire. Je voulais encore terminer avec deux petits éléments par rapport à ce qu'on a entendu en début de matinée. Finalement, quand on voit ces réalisations, si on schématise très fort, on peut se dire que on se retrouve avec des missions d'implantation d'acteurs économiques où on a conservé notre mission historique, qui est celle de continuer à implanter de l'industrie ou de la semi-industrie, et pour faire court, en fait, dans des zones monofonctionnelles. Et puis qu'au fil du temps, on a développé un autre métier qui a aussi cette qualité et axé beaucoup plus sur de l'intégration urbaine et faire revenir au cœur de la ville travailleurs. Alors, on peut glosser sur les stratégies pour l'emploi personnel que finalement, est-ce que ce n'est pas un faux débat, dans la mesure où ce qui séquence les choses, c'est d'abord la description urbanistique, parce que si on pouvait installer des habitants dans des zones monofonctionnelles où on n'a mis que des ateliers, on ne l'autorise pas dans ces hypothèses-là aussi, et que finalement, en bout de course, dans un cas comme dans l'autre, on essaie toujours un maximum d'emplois. Et ça, je pense que c'est évidemment important. Pour terminer, je dirais, avec notre poteau, c'est que administratif. Et donc, nous, on est obligé de travailler sur 161 km² et malheureusement pas un de plus, alors que c'est un bassin d'emploi beaucoup plus large. Et donc, ça impacte évidemment très fort notre travail. Alors, quand je voyais Julien Lahaye évoquer le fait qu'on décide de geler 400 hectares de terrain, quand moi je vois ça, je dis quel luxe, fatalement, on ne peut pas le faire. On a du Céveso sur notre terrain aussi.
Cela dit, on lâche rien. Et vous savez qu'en Belgique, on est encore une monarchie constitutionnelle. À Bruxelles, il y a un domaine royal de 175 hectares. Et on l'a dans le viseur un jour. Je vous prends encore 5 secondes pour une petite note bibliographique pour ceux que ça intéresse, parce que moi, en mes lectures de ces derniers temps et pour préparer la venue ici, c'est une étude qui a été faite sur 3 villes, Rotterdam, Londres et Bruxelles, par un groupe qui s'appelle Cities of Making, s'appelle Foundries of the Future. Son gros défaut, c'est d'être en anglais. Sinon, je pense que sur la question des définitions, des catégories statistiques, sur les raisons pour lesquelles il y a moyen et il y a intérêt à ramener l'activité productive en ville, et sur les recettes faites, c'est vraiment une somme avec un manifeste aussi à la fin. Et donc, je pense que ça peut vraiment vous inspirer. Mais bon, ça, il faut le trouver. Il n'existe pas encore en français. Et alors, sur notre site internet, si vous allez dans CityDev Brussels, dans la rubrique Actualité, on a publié un petit fascicule qui s'appelle Mix City et qui reprend la plupart des projets que vous avez vus ici, qui sont les projets mixtes. Et il y a une version PDF donc dans la liste des actualités. Et donc, c'est totalement libre d'accès. Donc, si vous voulez approfondir un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a les pictogrammes et il y a les programmes de chacun des différents sites. Ça peut être une contribution additionnelle. Voilà, merci. Merci beaucoup.